Salam alaikum, bienvenue dans les cours de HB. Donc toujours dans la continuité de nos cours, la dernière fois on avait vu la dernière étape de la stratégie SCP. Donc qu'est-ce qu'on fait après la stratégie? On va l'appliquer. Et pour l'appliquer, il faut passer par le marketing opérationnel ou bien ce qu'on appelle le marketing mix, c'est-à-dire les 4 P. Product, Price, Place and Promotion. Donc on va commencer d'abord par la politique produit. Donc on va bien sûr faire le chapitre, on va parler de la notion de produit, l'identification du produit ou ce qu'on appelle le mix produit et l'action sur le produit. C'est une grande partie du chapitre. Mais avant, on va expliquer rapidement ce qu'est le marketing mix. Donc, comme on a déjà dit auparavant, c'est l'ensemble des actions. Rappelez-vous, on dit toujours le terme action, il y a quelque chose de pratique. Les actions, les moyens du marketing, etc. Il y a les actions commerciales qui sont prévues ou réalisées dans le domaine des 4 P. Et les 4 P, c'est le produit, le prix, la distribution ou la place et la communication, la promotion. En anglais, c'est product, price, place and promotion. Ça, c'est en général les termes de base qui ont donné les 4 P, parce que ça commence par P, les 4. Mais lorsqu'on traduit en français, on ne dit pas vraiment place. La distribution, c'est un terme plus approprié. Et aussi la promotion, on peut comprendre juste une partie, donc il vaut mieux utiliser le terme communication parce qu'elle englobe toutes les actions justement dans le sens de promouvoir les produits ou l'entreprise elle-même. Donc la mise en œuvre du marketing mix, elle doit permettre d'atteindre les objectifs qu'on a fixés pour la stratégie marketing. C'est-à-dire la logique de la chose. On fait d'abord les études de marché, on fixe la stratégie. Mais sur la stratégie, il n'y a pas de stratégie sans objectif. On a fixé les objectifs. Ou le marketing mix, le marketing opérationnel, il va servir à exécuter ce qu'on a prévu pour nous justement les objectifs qu'on a fixés auparavant lors de la stratégie marketing. Donc, il y a une continuité, une logique. Et donc, bien sûr, les décisions qui ont été prises ou qui vont être prises au sein des différentes variables, ou là, les 4 P, sont liés, il y a une cohérence binatum et doivent être aussi cohérentes et homogènes avec quoi? Avec le positionnement. Et ça on l'avait déjà dit lorsqu'on a expliqué le positionnement. Parce que le positionnement est le fil conducteur. Et par la suite les 4 P, c'est la conclusion ou la suite logique de positionnement. Alors, pour la première partie, on va expliquer la notion de produit, donc une définition, on va voir la définition, les niveaux d'un produit, la classification d'un produit, des produits en général, les catégories commerciales et les caractéristiques du produit. Donc, que signifie produit? Un produit, ça peut être soit un bien, soit un service. منتوج ولا خدمة service c'est خدمات qui est offert sur un marché pour satisfaire un besoin. C'est très simple comme définition. Donc c'est tout ce qui est offert sur un marché pour satisfaire un besoin. Avec tout, ça peut être soit un bien, soit un service, ou les deux des fois. Et là, c'est des exemples pour voir à quel point la notion de produit est vraiment très large. On a le fromage qui rit, un contrat d'assurance, donc vous voyez que c'est un service, mais on dit en général produit, pour les deux. Le service, c'est le taxi, magazine, voilà, un site internet pour faire ses achats en ligne, etc. etc. Concernant les niveaux d'un produit, il y en a 5. Premier niveau d'un produit, le noyau. Le noyau, c'est la base. C'est vraiment la raison pour laquelle, le besoin essentiel pour lequel le produit a été créé. Un stylo, pourquoi il est créé? Pour écrire. Il y a le noyau, le jawhar, on va dire, le stylo. Produit générique, c'est le produit, c'est le noyau, il a quelques caractéristiques. Par exemple, le stylo, donc il faut qu'il y ait l'habit avec quoi écrire, le tube en plastique, etc. Donc c'est les éléments qui enveloppent
le produit et qui sont nécessaires pour l'emballage. Ça peut être n'importe quelle composante de le produit. Une chambre d'hôtel, elle va pas être vide. Donc le produit générique de la chambre d'hôtel ou l'asset qui va être dans la chambre, un lit, des tables, etc., etc. Le produit attendu, comme son nom l'indique, c'est le troisième niveau, il est attendu par les consommateurs. Il est tout ce qui est attendu comme caractéristique, comme qualité par le consommateur. Par exemple, pour le stylo, le consommateur, qu'est-ce qu'il attend? Le client, qu'est-ce qu'il attend? Il attend que le stylo écrive bien, il soit durable, par exemple, etc., etc. Le produit global, ou bien métaproduit, c'est le produit. Par exemple, si c'est un bien, c'est plus les services. On les appelle les services associés. Donc le produit plus les services associés. C'est quoi les services associés? Les services associés, ce sont les services qui accompagnent la vente d'un produit. Ou les services associés, ils peuvent être avant, pendant et après la vente. Par exemple, avant la vente, il y a le conseil, l'information qu'on donne aux clients. Pendant la vente, ça peut être des facilités de paiement. Après la vente, le SAV, le service après-vente. Garantie, livraison, installation, réparation, etc. etc. D'accord? Et les services associés, ils peuvent être gratuits comme ils peuvent être payants à l'hsab de l'entreprise. Donc, le service après-vente dont je vous ai parlé à la fin, il fait partie des services associés. Le produit potentiel, quelque chose qui est potentiel, c'est quelque chose qui est possible. Donc, le produit potentiel, c'est toutes les améliorations qu'on peut apporter au produit dans le futur, et pas maintenant. Donc, forcément, n'importe quelle entreprise, parce que le produit d'elle. Donc, c'est tout ce qu'il est possible d'ajouter dans le futur. Voilà, donc c'est ça les 5 niveaux d'un produit. Concernant la classification des produits, comme ce que vous avez dû sûrement voir en l'entreprise et son environnement, on classifie les entreprises. Là, c'est les produits qu'on classifie. Il y a 4 types de classification, par nature, par destination, selon la durée d'utilisation et selon le comportement d'achat. Par nature, on distingue, bien sûr, comme on l'a déjà dit auparavant, les biens et les services. La différence, bien sûr, c'est que le bien il est tangible, il est touchable, il est matériel, alors que le service, ne l'est pas. Il est intangible, immatériel et on peut dire intouchable si vous voulez. Voilà, ça c'est facile. Par destination, il y a 3 types. On a les produits de consommation finale, de consommation intermédiaire et d'investissement. De consommation finale, c'est vraiment le produit qui est destiné au client de manière finale. C'est-à-dire, on le vend au consommateur qui va le consommer. Produit de consommation intermédiaire, c'est lorsqu'on le vend généralement à une autre entreprise. Soit, donc il va fabriquer, il va l'utiliser, il va changer d'être le produit pour le revendre par la suite, ou bien, si c'est une entreprise commerciale, il va le prendre tel qu'il est et il va le revendre en l'état à ses clients. Donc, le client qui l'a acheté ne l'a pas acheté pour une consommation finale, non, mais de manière intermédiaire, c'est-à-dire que lui, il va le revendre par la suite. Et c'est ce qu'on appelle communément le capital circulant, que vous avez sûrement dû voir aussi en environnement. Donc, le capital circulant qui contient la matière première, les matières consommables et même les marchandises s'il s'agit d'une entreprise commerciale. Parce que de toute façon, elle va revendre. Produit d'investissement, peut-être que vous l'avez deviné, c'est le capital fixe. Tout ce qui est bien durable, les immobilisations que généralement les entreprises achètent pour les aider à fabriquer d'autres produits. Ça peut être des ordinateurs, des terrains, des voitures, des machines, etc. etc. Voilà. Donc, on prend un exemple. Donc, consommation finale, c'est lorsque, par exemple, vous allez acheter du lait, du pain, vous allez acheter un ordinateur pour votre propre usage. Consommation intermédiaire, par exemple, vous achetez du bois pour fabriquer des tables et les revendre. Ou là, vous achetez des vêtements que vous allez revendre à même sans les transformer.
Les produits d'investissement, c'est comme je vous ai dit, par exemple, l'entreprise, elle achète un ordinateur, mais pour travailler, pour ses bureaux, pour ses locaux. Là, elle achète un bureau lui-même, là, elle achète un véhicule, une automobile pour travailler. Selon la durée d'utilisation, ça aussi c'est facile, quels sont les biens durables et ceux qui sont non durables. Donc ce qui n'est pas durable, c'est l'eau, les produits par exemple d'hygiène qui finissent assez rapidement. Durable, c'est quelque chose qu'on achète pour que ça reste une longue durée chez nous. Tout ce qui est électroménager par exemple, téléphone, des choses comme ça. Et enfin, selon le comportement d'achat, ça on avait déjà vu 3 types. C'est les produits d'achat courant, les routiniers comme on avait vu, produits d'achat réfléchis ou bien achat complexe, les produits non recherchés, d'achat impulsif. Et ce qui est nouveau pour vous, c'est les produits de spécialité, ce qui est très facile. Donc, produits de spécialité, c'est quelque chose que vous achetez selon votre métier. C'est-à-dire un informaticien, il va acheter des produits relatifs à l'informatique, voilà, comme des logiciels, comme des machines, etc. Et ça, vous les connaissez déjà. Donc, produits d'achat courant qu'on achète habituellement, achat réfléchi, on réfléchit bien avant de l'acheter. Non recherché, c'est l'achat coup de cœur, l'achat impulsif. Alors, concernant les catégories commerciales, il y en a assez, mais on retient les deux plus importantes. On a le B2B et le B2C, business to business et business to consumer. Business to business, c'est lorsque l'entreprise elle a comme client une autre entreprise. C'est-à-dire que entre des professionnels, entreprise, mais une entreprise. On parle aussi du marketing industriel. Par exemple, une entreprise qui vend des machines. Il ne va pas vendre une machine à un particulier, à une personne individuelle, on va dire. Donc, c'est ce qu'on appelle le B2B. Donc, l'activité d'Yalha, elle est destinée à fabriquer des produits ou la vente des produits qui sont destinés à d'autres entreprises, ou l'administration, ou entrepreneurs. Moi, c'est des professionnels. Le B2C, c'est le contraire. Donc, c'est lorsque notre produit est destiné au consommateur final. Il y a des clients qu'on appelle des clients particuliers. Ouais. Donc, le grand public en général. Bien sûr, attention, il y a des entreprises, il y a les deux catégories. En même temps, ils font du B2B et en même temps, ils font du B2C. Je vous donne un exemple. Les banques. Les banques, elles ont comme clients des clients particuliers. Et en même temps, ils ont comme clients des clients entreprises, des clients professionnels. Une entreprise, par exemple, qui vend de la farine, elle peut vendre de la farine à vous, à moi. Elle vend sur le supermarché, des quantités adaptées de notre consommation finale. Comme elle peut avoir comme client des boulangeries, des pâtisseries ou là, des entreprises, par exemple de biscuits, etc. Donc ça, c'est du B2B. Vous voyez que ça ne va pas être la même stratégie. Mais là, le consommateur final, il va faire la pub à la télé, il va vendre des quantités maximum, je pense, 5 kilos peut-être, voire un peu plus, mais ça n'a rien à voir avec la quantité qu'elle va vendre l'entreprise. Une entreprise m'a juste fait à chaque fois 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos. Elle achète vraiment peut-être des conteneurs pleins de farine. Donc vraiment, c'est des quantités énormes pour s'adapter à le besoin d'Yalho. Il va pas faire la pub de la télé, par exemple. Elle va les contacter directement. Peut-être pas le même prix parce qu'ils achètent vraiment en grande quantité, etc., etc. Et enfin, les caractéristiques du produit. On a les qualités perçues attendues, le contenu symbolique et le service rendu par le produit. Donc les qualités perçues attendues, c'est la qualité du produit, des choses qui sont assez objectives. Par exemple, le poids du produit, la durabilité d'Yalho, la couleur. Donc c'est des caractéristiques un peu, on va dire, techniques. Des qualités qui sont perçues par le client et aussi attendues par lui. Le contenu symbolique, donc dès le terme symbolique, il signifie quelque chose qui est relatif aux émotions. Donc un produit qui n'est pas techniquement très avancé, mais a une charge symbolique qui est importante. Parce que, par exemple, la personne, il est habitué à voir donc, le produit chez ses parents, depuis qu'il était petit, etc. Donc, il y a un attachement avec le produit. Et le service rendu, c'est un peu le rôle avec le produit. Donc, quel est le service que ce produit rend au client? Par exemple, une voiture, le service qu'elle rend au client, c'est qu'elle lui évite
il se déplace à pied, ou il évite un transport, etc., etc. La question c'est, qu'est-ce que signifie pour vous un bon produit? Un bon produit, c'est celui qui va nous amener à une relation win-win, ou bien gagnant-gagnant entre l'entreprise et le client. Ça veut dire, en même temps, il satisfait le besoin du client, et en même temps, il fait gagner l'entreprise. Il est rentable pour l'entreprise. C'est ça vraiment qu'on peut qualifier d'un bon produit. La deuxième partie, il s'agit de l'identification du produit, ou ce qu'on appelle le mix produit. On a 5 éléments: l'emballage, l'étiquette, la stylique, ou bien le design, la qualité et la marque. Et on va faire une autre vidéo pour que ce soit pas très long, parce que ce cours, il y a vraiment 3 grandes parties assez importantes. Donc on se voit dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.